Didier Gélanor, bienvenue sur ma chaîne Une voix qui porte, une chaîne pour changer de vie, accéder à une vie non pas subie mais bien choisie. Et pour cela, tu es mon invité idéal pour aider les personnes qui écoutent ma chaîne à changer leur vie. En effet, tu es auteur, conférencier, directeur d'une école de coaching et coach et vice-champion de France d'éloquence. Quand on entend ça, on se dit que tu as atteint des sommets déjà dans ta vie et pourtant tu viens de loin. Alors j'aimerais que tu nous parles un peu du chemin que tu as parcouru et de ton histoire de vie, des ressources que tu as trouvées pour surmonter ces grands obstacles que tu as connus dans ta trajectoire. Car je pense que tu as beaucoup à nous apprendre. Merci Nathalie, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Quand tu parlais là, tu me présentais, je me demandais est-ce que c'est moi? C'est de moi dont on est en train dont on est en train de parler là. Tellement je trouvais ça chouette. Effectivement, c'est quand on entend ça, on peut croire que tout a roulé, c'était hyper facile et que ça s'est fait très très rapidement. Et je tiens à dire à toute ta communauté, et tu le sais très bien vu qu'on échange beaucoup, que Ouais. non, ça n'a pas été de tout repos. Ce que j'aime beaucoup sur ta chaîne, c'est le fait que tu parles de ne pas avoir une vie subie, mais une vie choisie. Et moi, avant, je subissais. Je Mm. subissais beaucoup, mais sans me rendre compte que je subissais en fait. Ce que je me disais dans ma tête, Nathalie, c'était que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix parce que les émotions que je vivais, ben, je les vivais. Je ne savais pas que je pouvais avoir une influence là-dessus. Euh, Mm. Quand on est, on a un peu une idée de destin. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu avec la croyance que tout est tracé. Mm. C'est-à-dire que si tes parents sont dans une certaine situation, ben, tu vas continuer comme ça, en fait. Tu vas continuer dans le même sillage. Et que euh, ma vie, je n'avais pas je ne pouvais pas la prendre en main et changer Oui. véritablement mon destin, en fait. C'était dingue. Ce qui fait que moi, quand le seul point que j'avais pour Mm. renverser mon destin, c'est un peu ce qu'on nous apprend tous, c'est Mm. l'école. Ouais. C'est-à-dire que c'est à l'école, tu vas aller à l'école et tu vas faire la différence là-bas. Mm. Donc, quand j'ai compris ça, ben, j'ai commencé à avoir des meilleures notes parce qu'avant, je m'en foutais un peu. Et étant donné que j'étais dyslexique, j'avais zéro en dictée. Même les dictées préparées, Nathalie, zéro en dictée. Donc, je pensais que j'étais con, que j'étais un cancre. Ce qui me sauvait, c'est que j'avais des très bonnes notes en mathématiques. Mm. Donc, c'est ça qui créait le doute. Et finalement, la croyance qu'on m'a inculquée et que j'ai fini par accepter, c'est celle que le français, la grammaire, tout ça, ce n'était pas pour moi et que Mm. j'avais plutôt la bosse des maths. Aujourd'hui, je sais que c'est complètement faux, c'est pas vrai Ouais. du tout. Donc, j'ai commencé à améliorer mes notes et quand j'ai amélioré mes notes, ben, je me rendais compte que mes parents étaient hyper contents. Mm. Et la première fois que j'ai ramené une bonne note, j'ai vu ma mère qui était aux anges et c'est à ce moment précis que j'ai compris que euh, si je ramène des bonnes notes, ça allait changer ma vie, en tout cas mon rapport avec mes parents. Mm. Euh, je me permets de t'interrompre. En Mm. fait, on entend souvent que les gens se sont sentis écrasés, stigmatisés par l'école. Toi, c'est l'inverse. L'école t'a porté finalement. Ah oui, oui, l'école m'a porté, bien sûr, l'école m'a porté. J'y crois beaucoup. Mais comme je disais tout à l'heure, euh, c'est que moi, je suis le dernier de ma famille. Ouais. Et en tant que dernier, je ne captais pas assez l'attention, en fait, étant donné que j'ai un grand frère, un aîné qui est souffrant. Mm. Et c'est quand j'ai ramené cette bonne note-là, j'ai vu ma mère en a parlé, les invités arrivaient et tout. On m'appelait, on disait, viens, bravo, on sortait de l'argent, on me donnait et tout. Et je me disais, tout ça parce que j'ai ramené une bonne note. Mm. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que c'est super d'avoir des bonnes notes. Le- Est-ce que tu peux nous dire concrètement, si tu avais une grande famille et tout ça, nous poser le contexte, tu vois, tu dis le dernier de ta famille, mais vous étiez combien ouais. en fait? C'est-à-dire que je suis mon, entre mon frère aîné et moi, il y a à peu près 30 ans d'écart. Ah, Ma sœur que je suis, il y a 20 ans d'écart. C'est-à-dire que je suis vraiment le tout dernier auquel ma maman a pensé. Elle s'est dit, OK, elle m'appelle l'enfant de la retraite, l'enfant de sa retraite à elle. Donc, moi, le rapport que j'avais avec mes frères et sœurs, c'était un peu un rapport
pour ceux que je connaissais, parce qu'il y en a qui étaient à l'étranger, donc je pouvais D'accord. pas, que je connaissais pas. Celui que moi je connaissais, il était souffrant. Et le Mm. rapport que j'avais avec lui, il pouvait être mon père, mon oncle. C'est, et comme il était souffrant, surtout comme il était souffrant, mes parents allaient un peu partout avec lui. Donc, c'est ce contexte-là qui m'a amené à penser que quand on a un frère aîné comme ça, qui est censé nous donner l'exemple, on voit comment les parents se battent pour essayer de s'en sortir. Donc, on est un peu, quand on est dernier, les gens cherchent sa place Mm. et surtout on se pose la question de savoir est-ce qu'on va finir comme ça en fait. Mais Mm. c'est inconscient tout ça. C'est inconscient. Et Mm. c'est pour cette raison que c'est tellement important ce moment où je ramène une bonne note Eh et oui. où je vois la bonne note en question, je m'en fous un peu, mais c'est la réaction. C'est un peu comme si euh, on m'accordait une certaine reconnaissance en fait. Dire combien c'est important, on fait de la reconnaissance. On m'apportait une Mm. certaine reconnaissance aux yeux des personnes que j'aime, mes parents, et je voyais tout ce qui se passait autour en fait. C'était fascinant Mm. pour moi. Tu parlais du fait qu'on te donnait de l'argent. J'ai cru comprendre que vous étiez nombreux. Euh, Tu ne viens pas d'une famille favorisée. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que ma maman, elle s'est battue comme elle pouvait. À un moment, elle a gagné beaucoup d'argent, euh, sauf qu'elle a tout utilisé pour mon grand frère, en fait. Mon grand frère, D'accord. pour essayer de faire en sorte qu'il s'en sorte. Mais non, elle a toujours tout fait pour nous. Mhm. Surtout pour moi parce que je me suis plus rendu compte de moi parce que eux ils étaient déjà beaucoup plus grands Mhm. et non non c'était pas une famille aisée. Je me rappelle encore qu'elle me disait si tu vas pas à l'école comment est-ce qu'on va finir et tout, je compte sur toi, je compte sur toi, je compte sur toi. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que l'école c'est hyper important. Ah ouais, tu as été responsabilisé par rapport à l'argent vachement tôt. Ouais ouais j'ai été responsabilisé oui Trop tôt par rapport à peut-être. l'argent, mais Eh oui. le seul truc qui était étrange là-dedans, c'est que on me le donnait, mais il fallait que je le donne à ma mère. D'accord. Et quand je le donnais à ma mère, ben, je ne voyais plus sa couleur. Donc, Ah oui. c'était pas une responsabilisation vraiment encadrée là. D'accord? Oui, effectivement, c'était une manière presque de t'utiliser comme un futur capital, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ton destin personnel par rapport à l'argent, ça a été quoi? Destin personnel par rapport à l'argent, c'est la catastrophe. C'est la D'accord. catastrophe quand j'ai cet âge-là et même quand je grandis plus tard, parce que je vois ma mère, chaque fois qu'elle va voir quelqu'un, on lui parle toujours d'argent, d'argent, Ouais. d'argent, 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 d'argent. Et je vois comment elle se débrouille en tant que mère monoparentale. Bien sûr, mon père, il est là, il essaie d'intervenir comme il peut, mais on ne peut pas vraiment, vraiment compter sur lui. Euh, donc, je vois qu'elle trime, je vois qu'elle Hmm. trime. Et que la notion d'argent, c'est pas facile. Mais surtout, en tant que petit, je commence à l'observer, à me rendre compte que euh, ben, l'argent, c'est important. Hmm. Mais la grande question, c'est comment on fait pour en gagner, en fait. Hmm. Parce qu'à un moment elle ne travaille plus. Hmm. Elle ne travaille plus parce qu'elle a décidé de, euh, de, de convier sa vie à Dieu, donc Hmm. aller à l'église, à faire des prières parce que elle est désespérée. Son D'accord. fils aîné est souffrant, elle ne sait pas quoi faire. Et moi, je Hmm. suis tout petit, j'observe ça. Le seul truc que je sais, c'est qu'il faut que je ramène les bonnes notes pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit contente. D'accord. Il y a un truc précoce par rapport au fait de, quelque part, être le rayon de soleil de ta maman. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a ce truc-là. Et le truc qui se passe qui est étrange, c'est que très vite, quand on commence à s'habituer aux bonnes notes, Ouais. il y a une habitude qui s'installe en fait. Quand on ramène les bonnes notes tout le temps, il y a une habitude qui s'installe. Donc, il n'y a plus l'effet du début. Il n'y a plus l'effet Et waouh. c'est ça, il n'y a plus l'effet waouh. Et moi, ça me décourage. Moi, je me dis, ben, c'est pour ça qu'on dit souvent faire les choses pour les bonnes raisons. Faire des choses pour les bonnes raisons. Donc Ouais. là, la raison qui me motivait, je me rends compte que ben,
Avoir les bonnes notes, c'est bien au début, mais après, c'est plus Mhm. si intéressant. Donc, je commence un peu à négliger le truc, sauf que j'aime bien aussi avoir les bonnes notes parce que voilà, premier, deuxième, troisième, bref, tableau d'honneur, tout ça, c'est top. Mais il n'y a plus l'effet du rayonnement au niveau de ma petite maman. Ah oui, Euh, ça devient normal. ouais, ouais, Didier, il est bon à l'école, quoi. Voilà. c'est ça, c'est ça. Check. Il est bon, donc voilà, c'est check, c'est fait. Et Mm. c'est plus, il n'y a plus d'effet waouh. Mm. Euh, Maintenant, il y a un truc qui se passe, c'est que je me rends compte plus tard, au fur et à mesure que j'avance dans mon cursus scolaire, je me rends Ouais. compte que dans ma famille, en fait, il y a, comment dire ça, par rapport aux études, ma maman me dit tout le temps, travaille, 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 vas-y, aie des bonnes notes et tout. Et chaque fois qu'il y a un examen officiel, je suis en panique totale. C'est-à-dire que Mm. quand on fait quand on travaille à l'école, quand il n'y a pas d'enjeu, ça va. Mais quand ça devient Mm. officiel, je suis en panique. Ah Et oui. la grande panique arrive au moment où je dois faire le baccalauréat, je dois passer le baccalauréat. Mhm. Et je suis, mais Nathalie, mais je ne sais pas ce qui se passe. En panique, je tremble, je fais des ratures. Alors que toute l'année, j'ai été premier de classe, je suis tétanisé quand on dit Mm. souvent perdre ses moyens. Je perds Mm. complètement mes moyens. Trop de pression. Moi, j'ai vécu ça au bac de français, qui était la première épreuve un peu stressante comme ça. Je ne savais plus écrire le mot français. Pour te dire, au moment de remplir mon nom et mon prénom Mmh, mmh. et d'écrire épreuve de français, j'étais tellement bloquée par le stress de l'épreuve et l'enjeu que Mmh. voilà, on oublie tout, on est tétanisé. Je connais ça. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est souvent là où on oublie la notion de les compétences. C'est bien, mais le Mm. mental, Oui. c'est encore mieux. Quand on peut être en possession de tous ces moyens, ça nous arrive souvent d'être bon dans ce qu'on fait, mais au Mm. moment de livrer nos compétences, il y a un truc qui se passe, mais on perd carrément tous nos moyens et justement parce qu'on on a du mal à gérer le stress, on a du mal à gérer cet enjeu au niveau mental. Tout à fait. En plus, toi, tu avais cette croyance que le bonheur de ta mère dépendait un peu de ça, quoi. Qu'est-ce qui Ouais. restait à ta maman, finalement, si tu échouais? Donc, ça devait être une pression monumentale. Ouais, ça devait être une pression, surtout que tout le monde en parle et tout. Mais c'est inconscient parce que ce n'est que Hmm. au moment où j'entre dans la salle, bon, déjà la veille, le baccalauréat, mais quand j'entre dans la salle, je sais pas ce qui se passe en fait. C'est encore là qui montre que l'inconscient, il est assez balèze quand même. Il est Ouais. assez balèze. Il faut savoir bien négocier avec lui. Donc, je fais l'examen, ça se passe avec beaucoup d'hésitation. Je n'ose même pas discuter avec les gens. Les gens qui savent que ben, je travaille bien, ils veulent venir pour voir s'ils ont des bonnes notes, s'ils ont trouvé Hmm. le bon truc et tout. Donc, ils posent des questions et tout. Moi, je fuis parce que je ne suis plus sûr de rien Ok. et j'ai pas envie de douter davantage. Hmm. On donne les résultats, ben, je suis en panique la veille et effectivement, tout le monde réussit son baccalauréat, sauf moi. Le Wow. dernier de la classe, celui qui était dernier, réussit son baccalauréat. Tout le monde, sauf Tu as celui qui était vraiment premier. perdu tes moyens. Tu as perdu l'intégralité de J'ai tes moyens. j'ai Hmm. perdu complètement mes moyens, mais complètement, Hmm. complètement. Et alors, on commence à... Ouais. Moi, j'ai vécu ça en terminale. J'avais à peu près 16 de moyenne en histoire. J'ai passé mon épreuve, je ne sais pas, j'étais bloquée. J'ai eu 4 au bac. Alors, heureusement, j'ai eu des bonnes notes ailleurs qui ont compensé, puis j'ai eu du premier coup comme il faut. Mais imagine à quel point on peut être bloqué, quoi. C'est-à-dire, je perdais la mémoire, hein, littéralement. En histoire, c'est cocasse. ben, c'est sûr que c'est cocasse, mais perdre ses moyens. Bref, donc je perds et c'est l'incompréhension totale. À l'école, euh, au collège, au lycée, on pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, Didier, les professeurs, le directeur, c'est-à-dire que la personne qui a empêché d'avoir le 100%, alors que on se Mm. disait que mais avec lui, c'était sûr. Mm. La famille, c'est l'incompréhension, les amis. Mais moi, je comprends rien. Je savais que je doutais, mais je savais pas que c'était à ce point-là, en fait. Waouh. Surtout quand je sais que même le dernier a réussi, je me suis dit, mais donc ça veut dire que j'ai été, mais vraiment lamentable à ce point-là et tout. Et la Mm. honte, la culpabilité.
Mm. Et c'est tout le monde qui me dit, on va refaire, on va envoyer une lettre pour faire des réclamations et tout. Mais je dis non, 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 parce que je sais déjà comment j'étais à ce moment-là. Et ça va Ouais. juste venir confirmer, Enfoncer le confirmer, clou, ouais. enfoncer le clou, ouais. Donc je dis non, 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 ne le faites surtout pas. Et ma mère, elle a déjà un fils aîné qui est malade. Donc moi, ça veut dire que j'ai quelque chose. J'ai quelque Mm. chose dans ma voix, voir des psys, voir des prêtres. C'est, c'est, c'est- Tu t'es dit ça- quelque chose en moi ne va pas. c'est ce Ouais, je qu'on croit en comprends, hein. fait. C'est C'est ce ce qu'on qu'on croit croit, tout de ouais. suite parce qu'on se dit, tout le monde a réussi sauf moi. C'est que Mm. c'est c'est l'incompréhension totale pour tout le monde Ouais. et même pour moi en fait. Et cette honte-là et mon orgueil parce que je me définissais beaucoup par rapport à mon intelligence, étant donné que Mm. jusqu'à présent, c'est ça qui me faisait briller, c'est ça qui me donnait le sentiment que euh, j'avais de la valeur. Et là, à ce moment-là, Mm. je suis plus rien en fait. À mes propres yeux, je suis plus rien. Je vois ma mère qui est là, je me dis, mais on peut pas compter sur moi. Je suis nul, ça va être un peu dur là, mais c'est vrai ce que je pensais. Je suis une merde en fait. Mm. C'est tout le monde réussit sauf moi. Et cette histoire de même le dernier, c'est-à-dire que et, et, et c'est encore ça qui montre que c'est pas une question de dernier ou de premier c'est vraiment une Mm. question de dans quelles conditions est-ce que tu es quand Mm. tu vas passer ton entretien, quand tu vas faire ta présentation, c'est à ce moment-là, dans quelles conditions optimales est-ce que tu es? Donc, bref, en faisant autant de recherches, parce qu'à un moment, je voulais comprendre ce qui s'était passé. Donc, moi, je n'avais plus envie de retourner à l'école parce que j'ai honte et surtout que je me dis que je sais. Mm. Je sais et aller reprendre les bancs, là, c'était une grosse humiliation Ouais. une Oui, grosse humiliation pour moi. ton C'est ça, amour c'est ça. propre a pris Mon amour cher, propre était, ton estime de soi. c'était à l'épreuve. Mm. Et c'est là où je commence à chercher en fait les réponses. Et en cherchant les réponses, ben, je me rends compte en fait que dans ma famille, il y a un autre truc qui se joue, c'est que personne n'a jamais eu le baccalauréat. Les personnes que je connais, hein, que je côtoie, mes frères, ma mère, Mm. il n'y avait pas le baccalauréat. Et je sais que j'ai toujours eu un truc depuis que je suis tout petit, c'est souvent sur l'idée de prendre sa place. C'est le fait d'avoir le baccalauréat, est-ce que je serais perçu de la même façon? Parce qu'il y Mm. a un conflit. Ma mère, elle veut quelque chose, mais moi, c'est mes frères, ma famille, moi, je l'aime beaucoup et j'ai le sentiment que avoir le bac, c'est un peu comme si je montrais que je suis meilleur, en fait. Mm. Comme si je montrais que certains n'ont pas réussi et moi. Et ça, c'était un grand conflit interne. C'est ça, il y avait un sentiment peut-être de trahison, une histoire d'appartenance et peut-être une autorisation aussi inconsciente de réussir que tu n'avais pas. Ouais, ouais, bien sûr, de s'autoriser, et surtout de trahir la tribu. De Mhm. trahir la Ouais. tribu, de trahir. Parce que mon frère, mon frère aîné, qui se prénomme Fernand, lui, il était aussi très brillant. Pourquoi moi j'avais droit Mhm. à ça et pas lui en fait, et pas lui. Donc c'était le fait de trahir sa tribu. Mhm. C'était assez présent. Donc il y a donc cet événement-là a cassé ma confiance, m'a fait perdre mes repères. J'ai fait des tentatives de suicide, tellement c'était profond pour moi en Oui, fait. carrément. C'est-à-dire qu'il y Et avait un truc identitaire chez toi, tu étais celui qui réussit, et à partir du moment où tu ne réussis plus, tu n'étais plus rien, quoi. oui, oui, oui. Et c'est là où on revient encore sur l'épisode du Mhm. je ramène une bonne note et Et ouais, donc, à ce moment-là, à c'est mes ça. yeux, j'existe. Et Ouais. maintenant que j'ai plus ça et que même le dernier et tout, c'est comme si je perds mes repères. C'est pour ça que Mhm. c'est souvent important de savoir à quoi est-ce qu'on s'identifie en fait, qui je Ouais. suis. Mhm. Et il y a des personnes qui se définissent par rapport à leur travail, à leur couple. Quand ils perdent le couple, pareil, ils perdent les repères, on les reconnaît pas. Ils perdent leur travail parce qu'ils ont travaillé pendant je sais pas combien d'années. Ils le perdent et ils ne se reconnaissent pas. Donc c'est important de vraiment, ce que j'ai compris de ça après avoir Mhm. analysé la situation, de vraiment se poser la question, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que je suis moi en fait? Et Mhm. c'est pas l'extérieur. C'est pas l'extérieur.
Tout à fait. Et puis parfois, quand on vit des choses comme ça, on a l'impression qu'on a le droit d'exister que si, dans ton cas, que si on brille, quoi, tu vois. Et Mm. il y a cet effet dont tu as parlé, c'est si j'arrête de briller, je n'existe plus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Si j'arrête de briller ou bien si ce par quoi je me définis, en fait, euh, que je me définis par rapport à un point qui est extérieur, par rapport au regard de l'autre, par rapport à ce que les autres pensent de moi, par rapport à la voiture que j'ai, par rapport à l'argent que j'ai. Quand je n'ai plus ça, ben, je vais aller. Il y a certains justement, qui s'enlèvent la vie parce que c'est comme si vraiment le regard extérieur, mais ça a une puissance, on ne se rend pas compte. Le regard des autres, c'est quand on ne s'est pas affranchi de ça, c'est on prend des décisions qui sont dingues et on ne se voit, pardon, qu'à travers le regard qu'on pense qu'ils ont. Parce que ça C'est se ça. trouve même, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Oui, voir. c'est le risque de faire dépendre l'estime de soi du regard des autres. Ouais, ouais, ouais. Et c'est sûr que cette estime-là, elle ne peut pas durer. Au contraire, on est une grosse marionnette selon que la personne, elle rigole ou elle ne rigole pas, elle nous félicite ou elle ne nous félicite pas. Donc, on va être tellement dépendant de ça et au niveau de la performance, au niveau de la réussite, mais c'est la pire chose qui puisse arriver pour une personne, en fait. C'est la pire chose. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis déjà fracturé mentalement. Mais les gens ne savent pas, en fait. Il y a un coup comme ça qui arrive qui fait qu'on perd confiance, on perd notre estime. Donc, je suis là, je suis un peu une coquille vide, je rigole, je fais des trucs. Mais moi, dans ma tête, déjà, un truc qui le prouve, c'est, voilà, je vais plus repartir sur les bancs de l'école. J'ai plus envie de rien. Je suis là, je souris, mais l'avenir, pour moi, c'est sombre. Surtout que pendant toute cette période scolaire-là, c'était que si tu as des bonnes notes, ben, ton avenir va être différent, tu vas accomplir ceci, tu vas accomplir cela. Donc, dans ma tête, vu que je n'ai pas eu ce baccalauréat, ben, l'avenir est sombre. Ah, il y avait ce scénario, c'est-à-dire que on avait fait un peu, enfin dans tes croyances en tout cas, dans ce que tu avais compris, on avait fait un peu dépendre ton avenir de ta réussite scolaire, quoi. Oui, Dans le oui, oui, scénario fantasmé, projeté. mais c'est beaucoup ce qu'on fait quand même dans le système scolaire. C'est C'est que vrai. on te fait croire que Mm, tes résultats là maintenant, mm. s'ils sont bons, ben, tu vas cartonner, Ouais, tu auras ce que tu veux. Et si c'est mauvais, ben, t'es foutu. ouais. Et c'est la raison pour laquelle, et on travaille beaucoup dans les universités, beaucoup dans les écoles, justement pour casser ce truc-là et Mm, amener les gens à comprendre que euh, il y a un phénomène que souvent on ne comprend pas, c'est quand les étudiants ils arrivent à l'université ou bien ils terminent l'université, beaucoup sont en panique en fait. Parce que la réalité veut que ben, ils sont un peu perdus. C'est que bon, maintenant, j'ai cartonné, euh, c'est pas vrai que ça va couler source. Au contraire, il y a encore beaucoup d'obstacles à avoir parce que là dehors, le monde de l'emploi, c'est pas j'arrive, j'ai eu des bonnes notes et ça y est, c'est bon. Euh, non, parce qu'il y a tellement de demandes. Et quand on n'est pas préparé à ça, quand on mm, sort de l'université, on peut avoir l'impression que mais, c'est bien plus compliqué que ce que je pensais. Et cette désillusion-là, elle n'est pas facile à encaisser, en fait, pour les jeunes. Moi, j'ai eu beaucoup qui m'ont fait ce retour-là, après avoir fait l'université, quand ils font les rencontres après, après avoir été sorti de l'université, ben, beaucoup galèrent, en fait. Beaucoup mm, se remettent encore en question, font encore une autre formation parce que ça rassure, en fait. Ça mm. rassure. Ouais. Et c'est sûr que c'est important de faire quelque chose, hein, quelque chose là-dessus.
Oui, il y a un peu une espèce de mensonge collectif qui dit dès l'école, travaille bien, tu auras une belle vie, tu réussiras, obtiens un bon diplôme, etc. Comme si ça fonctionnait comme ça. Or, de nos jours, bah, le diplôme aujourd'hui, c'est plus le diplôme d'hier, hein, quasiment tout le monde en a désormais. Donc, dans le monde du travail, ça ne vaut plus grand-chose. Et puis, il y a des diplômes qui valent beaucoup et beaucoup de diplômes qui ne valent pas grand-chose également sur le marché du travail. Donc, on se fracasse contre cette réalité. C'est un peu comme si on voulait que tout le monde ait finalement un diplôme et on a tellement voulu ça que ça ne vaut plus grand-chose sur le marché de l'emploi, quoi. Et c'est vrai que ça peut être un... Cette croyance-là, elle est vachement toxique finalement quand on y pense. Ouais, ouais, c'est sûr elle est toxique. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui vont prendre un job parce qu'il faut le Mm. prendre. Mais Ouais. on revient encore sur subir parce que se poser les questions, mais c'est quoi mon avenir? Ça va ressembler à quoi? Mm. Et c'est clair que le diplôme, c'est important. C'est clair que c'est important apprendre à lire, savoir comment on va se débrouiller dans la société, comment on va proposer sa compétence dans la société. Mais c'est Oui. clair qu'il y a d'autres compétences encore plus importantes comme la performance, se poser la question, quel est le diplôme ou bien quel est le métier qui est fait pour moi, dans lequel je me sens à l'aise, qu'est-ce que je vais apporter dans la société, partir vraiment de soi et ne pas forcément partir seulement du diplôme, partir vraiment de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut accomplir. Oui, pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut Tout à fait. s'interroger finalement sur qu'est-ce qui serait la bonne place pour moi, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être très épanoui dans un emploi de, je sais pas, jardinier, maçon, etc. À partir du moment où on est à la bonne place pour soi et où ce qu'on fait, et ben, on l'aime, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on nous conditionne. On nous conditionne à chercher une espèce d'image d'excellence qui ne correspond plus vraiment à une réalité, quoi. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, on va fermer cette parenthèse moi, elle me parle beaucoup, elle me parle Mhm. beaucoup. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis fracassé. Mon estime de moi, elle est en vrac. J'ai pas confiance. Mon amour de moi, parce que et c'est ça que je trouve qui est vraiment difficile, c'est que Ouais. on ne nous apprend pas à apprendre à nous aimer. On est tellement violent, Nathalie, avec nous-mêmes. On est tellement violent. Et quand on ne s'aime pas, c'est difficile de montrer aux gens ce qu'on vaut en fait. Mhm. Parce que quand on ne s'aime pas, le vrai problème, c'est on va essayer de prendre de l'estime, de s'appuyer sur quelque chose, en fait, qui ne correspond pas à l'amour qu'on a pour nous. Mhm. D'accord? Et au niveau de la confiance, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur nos capacités. Donc, mais je marche, mais ça va, je mange, je dors, je discute, mais au fond de moi, il y a un truc il suffit que tu parles de mes rêves, de ce que je veux faire, et il n'y a rien. C'est le blanc, je titube, je tâtonne, j'évite d'en parler. Voilà, on essaie de trouver des échappatoires et tout, mais personne Mhm. ne sait vraiment ce que j'ai en fait. Et tout le monde se dit que ça va, parce que quand on me pose la question, comment tu vas? Je vais Mhm. bien, ça va, je vais très bien, ça va mieux, parce que tu n'as pas non plus envie de faire pitié. Tu n'as pas non plus envie que tout le monde soit là. Ouais, mais ça va, t'inquiète pas et tout. Voilà, donc c'est comme ça ma réalité. Et je me rappelle, je suis chez ma sœur aînée et je sais pas, il y a un truc qui se passe. Elle revient un soir et elle décide que je sorte de la maison. Il faut que je sorte de la maison et tout. Et parce qu'on s'est disputé et je Mhm. vivais avec elle. Ma maman, elle était dans un foyer et D'accord. mon autre frère, il était chez lui avec sa famille. Donc, je suis chez ma sœur aînée. Et elle me demande de sortir. Le lendemain, que je prenne mes affaires, que je sorte. Et là, je me dis, OK, je m'en vais me coucher et tout. Et quand je dis me chamailler, c'est que moi, je me suis pas chamaillé parce que quand on est tellement en bas, là, t'as pas envie de te battre, en fait. Mhm. C'est juste qu'elle était revenue un peu éméchée d'une soirée et tout. Et donc, je m'en vais dormir. Et ce matin-là, je me lève, Nathalie, je prends mes affaires, je sors. Et ça encore, c'est une des caractéristiques d'une personne qui n'a pas d'amour de soi et qui n'a pas une bonne estime d'elle-même. Parce que j'aurais pu faire beaucoup de choses pour ne pas me retrouver dans la rue. Ouais. C'est que dans ma tête, quand je dis souvent qu'on est fracassé, c'est ça le truc, c'est que on va poser des actions
qui nous amène à nous détruire nous-mêmes, en fait. C'est ça, tu as obéi finalement servilement, À la tu as obéi programmation que j'avais à fait la dans ma tête. programmation, ouais. C'est C'est ça, ça. ce qu'on t'a Et que dit. je suis nul, c'est ça, je suis nul. Et ben, où est-ce que les nuls se retrouvent? Ben, c'est un peu ça. On dit souvent qu'on crée notre réalité. C'est tellement Ouais, vrai. C'est ouais. tellement vrai. Et j'ai tellement étudié mon histoire et celle des autres que je sais que c'était pas ma sœur, parce que j'aurais bien pu discuter avec elle et lui dire, mais je suis désolé que tu aies mal pris ça hier, ce Tout à que j'ai fait. fait. Et je Ouais, sais que j'aurais fait ça, je le sais, parce qu'on s'aime beaucoup tous les deux, on s'aime beaucoup. ouais, Mais là, c'est moi qui voulais, j'étais en mode autodestruction. Et c'est ouais. comme si j'attendais le truc qui allait me dire, ben, go. Ouais. Mais sauf qu'à Te ce moment-là, confirmer, te c'est ça, confirmer ta croyance, quoi, en fait. c'est On ça. cherche des confirmations à nos C'est croyances. ça, c'est ça. Mm. Sauf qu'à ce moment-là, je me rends pas compte, je me dis, ouais, mais comment elle a pu faire ça et tout, pourquoi elle me, voilà, et tout. Bon, bref, je sors et je m'en vais chez mon frère aîné. Je m'en vais chez mon frère aîné, je reste chez mon frère aîné qui, au bout d'un certain temps, 3 jours, il me dit, ben, tu sais quoi, tu es un homme, tu devrais te débrouiller. Et là, je suis encore doublement choqué. Je me dis, mais c'est quoi cette famille? C'est quoi cette vie? C'est quoi comment mes frères, mes sœurs, mais je suis le dernier, comment mais j'ai rien fait, et là, l'injustice. Ouais, Là, mais c'était vraiment profond. C'était vraiment profond. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la rue. ouais. Et j'ai la présence d'esprit d'aller chez un ami que j'avais. Il me demande d'aller chez lui. On est encore très bien amis maintenant. Maxime, sa famille. Je reste là-bas, sauf qu'ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Didier, oui, comment ça va? Tu as mangé et tout. Mais ça me met mal, ça me met mal. Comme quoi, ce que j'ai dans la tête là, il n'est pas prêt à accepter l'amour en fait. Ouais. Pas accepter l'amour. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mes affaires et je pars de chez lui. J'essaie de trouver un prétexte et tout parce que c'est que dans ma tête, j'étais une merde, que je n'étais pas prêt à recevoir de l'amour en fait. Je n'étais C'est pas ça, prêt à tout recevoir ce qui, de tout ce qui l'affection. confirmait cette croyance que tu étais une merde, tu le prenais, et il y a un truc en toi qui disait, ah, j'avais bien raison, quoi, j'en étais sûre, je suis une merde, la preuve. Et ça, c'est Voilà, terrible. Mm. c'est ça, c'est ça. Et là, tout cet amour-là, c'est non, non, ça ne me convient pas et tout. De toutes les façons, je suis une merde et tout, mais ça se Mm. passe en boucle sans qu'on en a vraiment conscience. On Ouais. se rend juste compte qu'on prend des décisions qui sont un peu incompréhensibles. Et Mm. parce que même avec mon frère, j'aurais bien pu discuter avec lui et lui dire, mais grand frère, tu veux que je fasse quoi? Donne-moi un mois ou donne-moi 3 mois et tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout? Mais non, non. Je ferme ma bouche, je m'en vais. Et donc, bref, je me retrouve dans la rue et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, plus que c'est que j'ai envie de vivre. C'est comme si je suis programmé à vivre ça. Je me suis programmé à vivre ça. Tout à Et là, fait. pareil, tentative, je m'en vais je suis dans les camps de réfugiés parce que la mission locale est là pour essayer de m'aider. Et c'est comme ça que pendant près d'un an, je suis là en train de vivoter, en train Mm. de me poser 10 000 questions. Et il y a une dame, Madame Vitali, à la mission Mhm. locale, qui m'appelle, qui me dit, Didier, arrête tes conneries. Arrête tes conneries, tu vas trouver du travail. Regarde, tu as tout le potentiel et tout, tu es poli. Il y a tellement de personnes qui viennent ici à la mission locale, mais toi, chacun de tes rendez-vous, tu es là. Et qu'est-ce qui non, tu vas trouver du travail, tu vas trouver quelque chose. Oui, mais je vais faire quoi? Ferme ta bouche et écoute ce que je vais te dire. C'est-à-dire que là, T'as elle m'a vraiment, reprogrammé. voilà, elle m'a vraiment recadré. Elle m'a dit, arrête, Ouais. arrête de dire ce que tu dis là. Je vois, t'as une bonne éducation. Qu'est-ce qui? Ouais. Non, 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 non. Et là, je me dis, mais je vais faire quoi? Et là où c'est encore intéressant, c'est que euh, le fait d'avoir eu des bonnes notes, Mm. et c'est là où il y a ce qu'on appelle le péché d'orgueil, Ouais. on va dire, c'est que euh, j'étais devenu très orgueilleux en fait. J'étais très orgueilleux. C'est que Mm. quand on est premier de classe, les professeurs, oh bravo et tout, quand ça se passe bien, c'est que pour moi, j'avais ce que cette chercheuse-là américaine, Carol Dweck, elle dit, j'avais une mentalité fixe. C'est que j'étais déjà arrivé en fait. Et Ouais. pour moi, je ne me voyais pas, c'est que j'étais allé tellement loin dans ma tête alors que je n'avais pas encore fait le passage nécessaire. Et c'est pour ça qu'on dit que attention à la façon dont
on complimente les gens. Ouais. Le fait de dire à quelqu'un, tu es brillant, euh, toi, c'est sûr, tu vas réussir, toi, tu es capable, tu as des compétences. On est en train de créer euh, ce qu'elle appelle une mentalité fixe. C'est-à-dire que cette personne-là, elle finit par croire que elle est arrivée. C'est comme les athlètes, Ouais. quand ils sont talentueux, quand ils ont un truc ils ont du talent, tout de suite, c'est oh, bravo. Sauf que en conditions réelles, Ouais. premier obstacle, ils s'effondrent. Ouais. Et c'est encore là où on revient sur le mental, le mental. Donc, je me voyais très mal commencer à partir de zéro et tout. J'étais dans ma boucle là, c'est-à-dire que je voulais vivre une vie extraordinaire, alors Mhm. qu'en réalité, j'avais une vie nulle. J'avais une vie nulle. Hmm. Donc, elle m'a T'avais dit, pas, OK, t'avais pas du tout incarné ton potentiel dans le réel, quoi. C'est la marche que tu avais loupée. ouais, c'est ça, je n'avais pas incarné mon potentiel, sauf que dans ma tête, je pensais que je l'avais incarné. Ouais. Euh, et en même temps, je n'étais pas conscient du fait que on n'est rien en fait. Mais on n'est rien. On n'est pas, on n'est pas grand-chose tant que on est absorbé par la peur. Hmm. On commence à avoir du pouvoir sur nous, sur notre vie, quand on sait qui on est. Et le Hmm. problème, c'est que je ne savais pas qui j'étais. J'avais acheté ce que les gens pensaient que j'étais en fait, et Eh ce que oui. je n'étais pas, étant donné que je me reflétais à travers le regard des autres. Mais quand on commence à savoir qui on est, on n'a plus peur. On n'a plus Hmm. peur. Donc là, je ne savais pas, et il y a une dame là qui est en train de me dire, OK, tu vas prendre les choses en main à partir de maintenant, tu vas faire ceci. Oui, Mais tu parles de choses qui sont vraiment essentielles, ne pas se laisser définir par les autres, savoir qui on est, dépasser sa peur pour oser devenir finalement vraiment soi. Et je pense que cette dame qui t'a mis un stop, un moment où tu partais dans quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un délire finalement, qui est de croire que tu avais une vie totalement différente de la vie que tu menais réellement, elle t'a rendu un grand service. ouais, elle m'a rendu un très très grand service. Et c'est là où souvent ça peut être très paradoxal. C'est-à-dire que on est en train de vivre une situation de chaos, Hmm. mais c'est qu'on a une programmation où on a rêvé d'avoir quelque chose. Sauf que le gros problème là-dedans, c'est que il y a un grand cap, il y a un grand vide, un gouffre entre ce qu'on est en train de vivre comme réalité Hmm. et l'idéal qu'on s'est Ouais. construit dans la tête. Et généralement, quand les gens ils partent en vrille, c'est Hmm. que ils ne savent pas comment remplir ce gouffre. Et Hmm. c'est ça qui fait en sorte qu'ils tournent en rond, ils désespèrent, ils n'ont plus envie d'aller plus loin parce que ce gouffre-là qui s'est installé, ben, on ne sait pas comment faire. L'idéal est, Hmm. ce qu'on nous a vendu, c'est trop grand. Ce qu'on s'est vendu nous-mêmes, qu'on a acheté, Et on croit qu'on n'y arrivera jamais, quoi. Ça fait peur, c'est ça. Il y a un tel écart entre l'idéal du moi et ce que je suis aujourd'hui que le gouffre semble impossible à traverser, quoi. oui, c'est ça. Et on veut, non seulement il semble impossible à traverser, mais le truc le plus aberrant, c'est qu'on veut le traverser seul. On veut Ouais, le traverser tout on peut le seul. traverser seul. On veut le remplir tout seul. Et sans avoir d'éléments, sans demander de l'aide, en se disant que Hmm. ça va tomber tout seul. Mais parce que les plans qu'on avait eus avant, ben, c'est les mêmes plans qu'on pensait qu'ils allaient nous aider jusqu'au bout de notre vie, en fait. Sauf que quand ces plans-là se cassent la gueule, Ouais. ben, on est perdu, en fait. On est Ok. perdu, on est perdu. Donc, bref, cette Hmm. dame-là, elle me dit, OK, Didier, tu sais quoi? Tu m'arrêtes tes conneries, on va te trouver quelque chose Ouais. à faire. Ouais. Elle Et arrête là, le scénario, elle arrête le programme. c'est ça. Elle arrête le programme. Moi, je suis toujours en train de vivre dans les camps de réfugiés, mais on ne nous permet pas de rester pendant longtemps parce il faut bouger, sinon on s'habitue en fait. On Hmm. s'habitue. Donc, on est en train de tourner comme ça et on nous donnait 25 € pour pouvoir manger la semaine. Hmm. La semaine. Et moi, j'étais très heureux d'avoir ces 25, pardon, 25 non, euros, ces ouais. 25 €. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle me dit, tu vas te inscrire dans une formation de remise à niveau. Hmm. Et c'est là où il y a des personnes qui sont sorties du cursus scolaire, qui essaient de s'en sortir et tout.
Et moi, j'étais toujours bloqué dans mon humiliation, en remise à niveau, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour l'orgueil, c'est pas pour moi, c'est... J'en ai pas besoin, je peux me débrouiller tout seul. Mais t'es où là? Là, actuellement, t'es où? T'es Ouais, où? c'est ça. Euh, je suis dans la rue. Bon, ok. Là, actuellement, tu gagnes combien? Tu veux faire quoi demain? Je sais pas. Là, actuellement, là, tu as quoi comme diplôme? Est-ce que tu as le baccalauréat? Non. Donc, à un moment, Reviens sur euh, terre, redescends. bien, redescends sur terre, reviens sur terre, Ouais. vois la réalité en face, arrête de... Ça, c'était ton ancienne vie, là. Il faut que tu comprennes que tu es passé à autre chose. Mm, Et c'est là où souvent on s'accroche au passé. C'est mm, difficile, hein, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail et même le deuil avec une mm. personne avec qui on a été. C'est tellement compliqué, tellement Ouais. compliqué. Donc, bref, finalement, et c'est là où souvent on dit l'empathie, c'est hyper important. Et aussi que la personne, elle ait envie. Ce sont Mm, ces deux choses-là, l'empathie de Madame Vitali et le fait qu'à un moment, j'ai eu envie quand même, parce que t'en as marre quand tu vis un peu dehors et c'est compliqué, quoi. mm. Et on fait que bah, j'ai dit oui. Mais j'étais encore gêné parce que j'avais honte, j'avais l'impression, comme dans ma tête, j'étais un sous-merde, le fait d'être avec les autres, Mm. ben, ils allaient tous voir. C'est comme si sur mon front, c'était Ok. marqué Didier, oh là là, sous-merde, faut pas approcher et tout. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte, en fait, que franchement, la mission locale, ils font un travail remarquable parce que je n'étais pas seul. Ouais. Et il y a certains qui ont vécu des situations, mais vraiment, vraiment compliquées. Donc, on se retrouvait entre nous, des jeunes un peu démunis, un peu à la ramasse. Et en fait, on essayait de se reconstruire. Et surtout, je me suis rendu compte que, mais j'étais pas aussi doué que ce que je pensais, en fait, parce que les mathématiques, compter les heures et tout, j'étais un peu choqué par les résultats que j'avais. Les résultats que Tu j'avais, te j'ai dis, compris. mince, il va quand même falloir travailler finalement. C'est ça, c'est ça. Et Mm. surtout, ce qui était bien, c'est que là, on nous préparait vraiment à l'emploi. C'était Ouais, concret. ouais, C'est là-bas que j'ai fait mon premier, euh, mon adresse email. ouais. Euh, c'est là-bas que j'ai fait ça. C'est là-bas que j'ai fait mon, euh, la lettre pour demander un stage et tout. Bref, j'apprécie les personnes avec qui moi, je suis content. C'est la meilleure formation de ma vie, en fait. Mm, Surtout que j'ai le sentiment de renaître. Et les gens ne comprennent pas pourquoi je suis si joyeux, mm. si joyeux, si content. Et je me rappelle que, justement, à cette occasion-là, on a organisé c'était quoi comme événement? C'était le Téléthon. Donc, il fallait aller dans les marchés pour récolter de l'argent. Et l'AFM devait venir faire récupérer cet argent à la fin. Mais Nathalie, j'étais heureux. J'étais heureux parce que c'était à Noël et on vendait des petites choses et tout et on était entre nous et j'avais des compagnons en fait. C'était une nouvelle réalité Une qui nouvelle s'ouvrait. famille, ouais. Mm, C'était tellement beau. mm, Et quand on rentre, il faut remettre à l'AFM l'argent pour le Téléthon et il faut qu'on écrive une lettre. mm. Donc, on écrit une lettre, mais une lettre qui est tellement bateau. Les lettres euh, qu'un robot pourrait remplir, en fait. Ok. Et moi, on me désigne pour faire cette lettre, pour la dire, pour Pour la commencer son lire. discours, pour la lire. Mm. Okay. Et je rentre dans chez moi avec la lettre, sauf que je me dis, mais on a vécu des trucs de fou. Donc, je me donne l'autorisation de commencer. Comme quoi, quand l'estime Bien. revient, l'amour de Ouais, soi revient, on commence à avoir des idées, une confiance qui est toute nouvelle en ouais, fait. ouais, ouais. Donc, je refais le truc à ma sauce et quand je reviens le matin, je reviens un peu plus tôt, je m'en vais montrer à ma formatrice et je lui dis, je me suis permis de faire ça, qu'est-ce que tu en penses à la place de ce qu'on a fait? Elle va lire, elle revient, elle me dit, vas-y, lis-le. Oh. Et là, je suis hyper content. Je me dis, Ah ouais. super, c'est trop chouette et tout, parce que c'est vraiment ce qu'on a vécu. Donc, à un moment, j'entre dans la salle,
tous les autres, ils viennent après. Et je suis surpris parce que tous les autres intervenants dans cette formation, ils viennent aussi. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais je commence à lire. Ouais. Et Nathalie, je lis, je pleure parce que je suis en train de leur partager combien la vie est géniale en fait, par rapport à ce que je pensais. Et Wow. combien ce téléthon était vraiment top, être avec eux et comment le faire pour d'autres personnes, en fait, ça m'a permis de comprendre que, en fait, je suis pas si démuni que ce que je pensais, en fait. Mhm. Et je partage tout ça dans la lettre. Et Mhm. tout le monde, on est en train de pleurer, on pleure, on pleure. Je me dis, mais pourquoi? Moi, je pleure on pleure, et finalement, on a Oh mon l'argent Dieu. et tout. Mhm. Et c'est vraiment une émotion qui, j'en parle là, je suis encore Ouais. un peu ému. Et, euh, et à la fin, il y a, tout le monde vient me voir et me dit, Didier, c'était beau, c'était magnifique et tout. Et là, il y a un truc qui se passe dans ma tête, c'est euh, la reconnaissance. Mhm. Et ça me renvoie inconsciemment à ce moment-là où Mhm. je brillais à l'école, à ce moment-là où j'avais ramené les notes et tout. Et là, il y a un autre truc qui est en train de se passer. Et ça me surprend, je me dis, mais en dehors de l'école, on peut vivre ça. Mhm. Ok. Je suis et il y a la directrice de l'école qui vient me voir et elle qui me donne une information qui va changer ma vie du tout au tout. Elle me dit, Didier, tu es doué pour la communication, tu devrais te Ouais. lancer là-dessus. Mhm. Il faut Oui, dire que... tu Ouais, commençais ta carrière de conférencier, là, en fait, sans le savoir. ouais, ouais, c'est ça, sans savoir en fait, sans savoir. Et il faut savoir que pendant toute la période, c'est pour ça que c'est très bien de s'écouter et de savoir écouter les signes. Parce que pendant toute la formation, on essaie de nous mettre à niveau, on essaie de nous donner l'occasion de trouver du travail, quoi faire. Et on a fait plein de tests, on a fait plein de trucs. Qu'est-ce que tu veux faire, Didier? Et moi, je partais toujours dans des délires de dingue. Directeur de machin, directeur de... Le mec, t'as pas de diplôme, t'as rien du tout. Et du coup, j'étais fatigué J'avais le avec feu moi. sacré. C'est ça. J'étais fatigué avec moi parce Waouh. qu'il disait, mais Didier, comment tu vas faire? Quand on est même allé faire comment dire ça? Quand on est allé faire les, euh, les demandes de stage, tout le monde a trouvé son stage. Moi, je suis le seul qui allait trouver les stages comme dans les assurances. Dans les assurances comme vendeur. Mais des trucs, mais j'étais toujours un peu à côté. Et on se disait, Toujours en mais décalage. c'est ça, comment est-ce qu'il va faire? Bref, donc la directrice me dit ça, et moi, c'est un poids pour moi, parce que la directrice m'a dit ça, la communication. Et je sais que pour faire ce truc-là, j'avais acheté un livre qui était celui de la femme qui va devenir mon mentor, Kilina Hills. Et je me dis que si rien qu'après avoir acheté le livre, je me dis que c'est top, ben, si je fais une formation avec cette dame-là, qu'est-ce que ça va donner? Mais surtout, très important, c'est qu'au moment où elle me dit que je suis doué en communication, je ne me dis pas que moi, je suis doué. Je ne sais pas si vous comprenez la réflexion. C'est pas que je comprends Nathalie. C'est pas que je suis doué, c'est que je me dis encore que c'est le livre de cette femme-là que j'ai lu qui m'a permis d'avoir ça. Donc, je ne m'approprie pas ce Non. qu'on est en train de me dire. Je ne m'approprie pas de... Mais il y a une piste que je vais suivre. Donc, je m'avais donc voir cette dame-là et je lui envoie une lettre par mail. Elle existe sur Internet, elle a un site Internet et je lui dis, est-ce que je peux faire des formations avec vous, modalité. Et là encore, je n'ai rien, rien du tout. Je n'ai que 300 euros qui me permettent de payer le loyer où je suis. Avec les aides, finalement, je paye 120 euros et j'ai le reste pour pouvoir vivre. Donc, cette dame-là, c'est rare. Elle prend le temps de m'écrire et de me dire qu'elle ne peut pas me faire une formation parce que c'est trop cher et elle est au Canada, donc ça ne sera pas possible. Sauf que je suis tellement heureux que je prends le temps de lui écrire une lettre et où je Wow. lui dis, Madame, votre livre a changé ma vie. Euh, les gens sont venus, voici, j'ai fait le téléthon, après j'ai fait le discours, les gens, on était en pleurs. Vraiment, merci pour ce que vous faites et tout. Mais tu sens vraiment le mec qui vient de La loin et qui gratitude et c'est ouais, ça, le chemin. oui. Donc bref, je suis Mm. tellement content. Et le lendemain, je reçois un message.
Et elle me dit, votre message m'a tellement touché que je pense que je vais faire quelque chose pour vous. Et là, je suis comme un fou. Je suis en train de courir partout. Je me dis, faire quelque chose pour vous. Elle dit, voici mon numéro de téléphone, il faut qu'on s'appelle. Bon, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Je décide de partir chez ma mère, dans le foyer dans lequel elle était. Je lui raconte l'histoire. Finalement, Kina Hitz m'appelle. Elle me dit, OK, je peux faire une formation. Il faut que vous soyez 10 personnes pour que je puisse avoir mes frais. Chacun va Ok. payer 100 euros. Si vous êtes 5, chacun va payer 200 euros, mais il faut que je retrouve mes frais, billets d'avion et tout ça, hôtel. Ok. Et je dis oui, 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 oui. Je suis heureux et tout. Son livre, je l'ai dans mes mains et tout. Et finalement, pour la faire courte, là, je ne trouve pas les 10 personnes. D'accord. Hop. Parfait. Du coup, je ne trouve pas les 10 personnes. D'accord. Je ne trouve pas et commence à... J'en avais trouvé 3 ou 4 et plus on s'avançait, plus ils étaient en train de désister. Donc, je me retrouve le soir où elle arrive à l'hôtel, la veille du séminaire, je me retrouve tout seul. Et je suis en panique parce que je ne sais pas, je vais lui dire quoi, elle est venue, je me suis dit que je vais lui donner les 200 euros que j'ai. 800 euros, je vais faire comment? Mais je suis mal parce que mon idole est là, elle est arrivée. Pour moi, c'était Zidane. Et, euh, et un truc qui se passe, c'est que on arrive, super gentil. Elle me dit, on va aller prendre un- on va dîner ensemble. Et moi, je suis content et tout, mais tellement accessible, tellement gentil. Et pendant le dîner, je lui dis, ben, je raconte mon histoire et je lui dis que je suis désolé, mais je vais être que tout seul. Les gens se sont désistés, je balbutie et tout. Mais avec un sang-froid, aucune remarque, aucun signe de désapprobation. Elle me dit, mais c'est pas grave. Et c'est normal. Et je suis étonné. Comment ça, c'est normal? Mais vu d'où tu viens, il n'y a pas les gens qui sont prêts à faire dans ton entourage, à faire ce que toi, tu es en train de faire là maintenant. C'est normal qu'ils ne te suivent pas parce que tu es tout seul. Et là, je me dis, mais c'est-à-dire que je ne vis pas ça comme un échec finalement. Je vis Non, ça pas du comme tout. Elle est en train de te dire que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. c'est ça. Et alors que moi, j'étais tout honteux, tout gêné. Mm. Et pareil, autre punchline, le baccalauréat. Je lui dis que je n'ai pas le baccalauréat et toi, elle le sait déjà. Et après, elle me dit, tu sais quoi, Didier, je n'ai pas le baccalauréat. Wow. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai. Dans ma tête, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je lui dis, mais Et oui. elle est conférencière, elle forme des dirigeants d'entreprise, Ouais. elle, elle n'a pas le baccalauréat, elle écrit un livre que j'ai lu. Comment ça, elle n'a pas le baccalauréat? Elle se fout de moi. Elle me dit, non, pas le baccalauréat. Et Et oui. reste tranquille. Et je me dis, on peut ne pas avoir le baccalauréat et réussir. Ouais, elle t'a ouvert des potentialités, en fait. Elle t'a Ben, montré que c'était possible. c'est ça, un Ouais. recadrage direct, un recadrage mental. Et là, je me dis, non, c'est... Et là, ça fait une Et ouais. ouverture de dingue, de fou. Et là, je commence à avoir mon cap que j'ai suivi avec la dame qui m'a dit, la directrice qui m'a dit, Didier, vous devez continuer en communication et tout. Et elle qui est en train de me dire ça. Et elle est en train de me dire, du coup, tout de suite là, ce que j'ai envie de faire, c'est ce qu'elle fait en fait, quelque part. C'est ce qu'elle fait. Mm. Et un autre truc qui va m'ouvrir encore les possibilités, c'est que elle va me dire, je commence à lui dire merci. On n'a pas encore fait la formation, hein. Je lui dis merci, 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 parce qu'elle me dit que c'est pas grave, ils ne sont pas là, on va faire la formation tout seul et tu vas être ça va être comme du coaching. Je me dis, ah, super, trop génial, trop génial. Et finalement, ce qui se passe, c'est que elle me dit, je lui dis donc merci pour tout ce qu'elle est en train de partager. Et là, elle me dit, non, Didier, t'es trop fort, t'es trop fort. Et là, pourquoi? Elle me dit, mais je suis au Canada. Ouais. Tu as réussi à me faire venir ici en France, te voir. Ouais. Et là, je me dis,
c'est vrai ce qu'elle est en train de me dire. Elle me dit, oui, tu as réussi à me faire venir ici. Je n'avais pas prévu ça. Et c'est Tu toi as- qui l'as. ouais, tu as du pouvoir. Elle te dit, tu as du pouvoir. C'est ça. Elle me dit que j'ai un truc. Elle me dit, elle commence à me mettre en évidence le fait que j'ai quelque chose, que ce n'est pas elle qui est sympa, qui est gentille, c'est que j'ai provoqué ce qui vient de se passer. Et là encore, je prends conscience d'un élément hyper important, c'est une des capacités que j'ai et dont je ne suis pas conscient. Et ça revient encore avec ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, c'est que le fait souvent de dire aux gens, oh, super, génial, c'est top et tout, euh, c'est à ce moment-là que j'ai compris que relever le truc qui fait en sorte que la personne, on pense qu'elle est top, Mm. ça lui rend beaucoup plus service que de lui dire juste, t'es super, t'es génial. Le fait de dire que voici pourquoi je pense que tu es génial, regarde ce que tu as fait, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qu'on fait très bien. Donc bref, la formation va finalement très très bien se passer. Et 6 mois après, à ma grande surprise, je deviens vice-champion de France des meilleurs orateurs. Wow. Et c'est à ce moment-là où je deviens vice-champion de France des meilleurs orateurs et où je me dis, mais ta vie peut changer du tout au tout, diplôme pas diplôme, quand Mm. tu commences à avoir confiance en toi. Mm. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que la confiance en soi, le diplôme, c'est bien, mais diplôme ou pas diplôme, c'est pas ça le plus important. Le fait d'avoir confiance peut tout changer, de savoir où est-ce que tu vas peut tout changer. Et à ce moment-là, je me dis, je vais commencer à partager aux gens que la confiance en soi, en fait, c'est hyper génial. C'est dingue. Ouais, finalement, c'est ta leçon, pas de l'école, mais de l'école de la vie, quoi. C'est ça. C'est complètement ça. À ce moment-là, c'est ça. J'apprends vraiment l'école de la vie et ça me conforte. Mais parce que j'ai été face à des personnes qui ont été empathiques et à un moment, je les ai écoutés. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu une certaine résonance. Et ce ne sont pas les gens qui m'ont parlé en me brusquant vraiment. Il y a vraiment eu cette empathie-là et cette envie de m'aider et j'ai eu la chance de, de, de les saisir parce qu'au moment où ils me parlaient, j'étais assez connecté avec ce que je ressentais qui Mm. faisait que ça m'a guidé. Et c'est à ce moment-là que j'ai donc commencé des conférences. Et j'ai organisé le Tour de France de la confiance en soi. Et pareil, je suis étonné. Les gens, ils venaient avec mes propres sauts et je Mm. reçois les informations de, comment dire ça, un coup de fil de BFM qui m'appelle. Et là, je me dis, allô, c'est qui? BFM Business. Oui, on aimerait vous avoir pour notre émission. Et là, je me Wow. dis, what? Qui, moi? Moi? On dit, oui, oui, c'est vous qui organisez le Tour de France de la convention. Je me dis, oui, 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 oui. Donc, c'est reparti. Et là, je m'en vais sur BFM. Et pareil, c'est tellement énorme pour moi parce que Mm. c'est gros et c'est très rapide pour moi. Je ne suis pas préparé, je ne suis pas prêt. Donc, j'arrive en retard. Autosabotage, normal. J'arrive en retard à l'émission. Après, auto-sabotage, normal. C'est ça, Ça fait du bien à normal. entendre. Oui, parce qu'il faut, Mm. il faut reconnaître ça Ouais. et il faut être assez conscient de soi, en fait. Mm. Et, C'est ça. mais j'arrive quand même, sauf que je suis en retard. Ça se passe hyper bien, je suis à l'aise et tout, contrairement à ce que j'avais pensé, parce que je me suis préparé en amont. Et c'est comme ça qu'après, je réussis à écrire mon premier livre, alors que je suis dyslexique, j'étais tellement nul. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Parce que il ne s'agissait plus de Didier, du regard des autres, mais il s'agissait beaucoup plus de qu'est-ce que je veux apporter en fait. Mm. Qu'est-ce que je vais donner? Je vais aider les gens à ce qu'ils ne vivent pas ce que j'ai vécu et à partager vraiment cette notion-là de on est extraordinaire, notre potentiel est vraiment dingue, il est vraiment ouf. Et surtout, j'ai appris à partir de ce moment-là à demander de l'aide, à ne pas rester dans mon coin en pensant que je vais trouver tout seul les solutions. Il y a des gens qui ont des clés, il y a des gens qui ont des outils, qui ont des techniques
Et c'est comme ça que j'ai commencé à être un boulimique de la formation, un boulimique des résultats. Et je suis tout le temps en train de me remettre en question parce que plus je me remets en question, plus je demande de l'aide, plus ben je passe des étapes en fait. Je passe des étapes. Le truc le plus récent là que j'ai fait, et c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est que moi je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Euh, je me rendais compte que je procrastinais beaucoup. Je suis tombé sur ta chaîne YouTube et je suis tombé sur ce que tu as fait là sur la procrastination. Et j'ai adoré en fait. J'ai adoré, j'ai adoré. Et toujours par rapport à la leçon que j'ai eue, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer si je fais un truc vraiment avec cette personne-là, par rapport à un sujet précis. Et c'est comme ça que je t'ai contacté. Et c'est pour ça que je dis aux personnes qui sont là, qui écoutent, c'est bien d'écouter, mais il faut justement écouter son intuition. Parce que l'intuition, c'est quoi? C'est l'inconscient. Écoutez vraiment ce côté-là qui nous dit, si ça a été top, ben, je vais continuer à aller en profondeur. Parce que je me suis rendu compte dans mes formations un peu partout, les gens restent beaucoup dans la surface, dans la superficie. Ils ne vont pas creuser en fait. Plus je vais travailler sur moi, plus je vais écouter les indices que j'ai que la vie me donne, plus je vais suivre ces indices-là, comme le petit pousset, d'accord? Plus ça va m'amener à me découvrir, à me révéler et à atteindre un certain succès que je n'imaginais même pas. Et, et c'est vraiment ça dont je suis convaincu aujourd'hui, en fait. Waouh, je crois que c'est la leçon la plus importante. Elle est parfaite pour terminer cet entretien, cette interview. Merci infiniment, Didier, pour tout ce que tu partages, tu communiques, pour l'énergie, pour l'amour, pour l'espoir et pour les leçons de vie, la vraie vie, pas celle de l'école, mais celle de la réalité que eh bien, tu as apprise et que tu as partagée aujourd'hui avec nous. Merci infiniment. Ben, merci pour l'accueil. Je vous souhaite beaucoup de succès et merci de m'avoir accueilli. Ça À m'a fait toi plaisir. également. À moi aussi, énormément. À très bientôt. À très bientôt.